Hallo in die Runde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Treffen des Netzwerks Frühkindliche kulturelle Bildung mit Impulsen aus Frankreich. Ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Mein Name ist Angelika Eder. Ich bin einer der beiden Vorstände der Stiftung Genshagen und in meiner Abteilung geht es eben darum, die im Grunde Fragen der kulturellen Bildung auch so ein bisschen zu europäisieren, den Austausch gerade mit Frankreich, aber auch mit Polen und anderen europäischen Ländern voranzubringen. Und ich freue mich sehr, dass wir Mitglied in diesem schönen Netzwerk sind, das es seit über einem Jahr gibt. Und ich freue mich sehr, dass wir erneut mit dem französischen Kulturministerium hier zusammenarbeiten können. Und ich begrüße ganz herzlich Aurélie Lessou vom französischen Kulturministerium. Ich begrüße ganz herzlich Anke Dietrich vom Netzwerk Frühkindliche kulturelle Bildung. Und ich begrüße ganz herzlich Vincent Vergon, der heute uns seinen Garten der Wunder vorstellen wird, auf den ich mich sehr freue. Danke auch an das Deutsch-Französische Jugendwerk, das uns bei dieser Veranstaltung fördert und unterstützt und neben eben dem französischen Kulturministerium und dem Netzwerk hier unser Partner ist. Und dann übergebe ich auch schon an Sie, liebe Frau Dietrich, und wünsche uns allen einen anregenden Nachmittag. Ich war beim letzten Mal nicht dabei und habe mir das Video hinterher angesehen und freue mich sehr, dass ich heute live dabei sein kann. Viel Vergnügen uns allen. Danke. Vielen Dank, Frau Dr. Eder. Aus dem Programmbüro des Netzwerks Frühkindliche kulturelle Bildung will ich an dieser Stelle rasch sagen, dass ich dreierlei fantastisch finde. Ich finde fantastisch die Initiative und das Organisieren dieser Veranstaltung oder schon Veranstaltungsreihe durch unsere Netzwerkerin, durch dich, liebe Julia Effinger, und deine Stiftung Genshagen. Ich finde fantastisch, dass jetzt doch so viele Menschen mit sicherlich ganz vielen Perspektiven heute da sind. Einige kenne ich aus dem Netzwerk und neue Gesichter. Darüber freue ich mich sehr. Fantastisch finde ich auch, dass wir erneut über den Tellerrand schauen können, gemeinsam schauen können. Frau Lessou wiedersehen, Herrn Vergon und seinen Garten der Wunder kennenlernen und wir mit und in dieser Veranstaltung auch eins unserer Netzwerkziele leben können, nämlich den fachlichen Diskurs anzuregen, uns einander Impulse zu schenken und vielleicht erleben wir auch ein Wunder. Herzlich willkommen und ich wünsche uns auch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen auch von mir, Julia Effinger, Projektleiterin in der Stiftung Genshagen. Das ist die zweite Veranstaltung jetzt und die erste fand Mitte März statt, wo wir eben diese europäische Reihe initiiert haben zum Thema Santé culturelle, kulturelle Gesundheit. Und es wurde uns auch vom Engagement des französischen Kulturministeriums in Sachen frühkindliche kulturelle Bildung berichtet. Es wurde ein Bericht vorgestellt vom Ministerium von Sophie Marinopoulos. Und dieses Gespräch, das stattfand, können Sie nachhören und nachlesen. Das haben wir auf YouTube veröffentlicht. Welche Rolle spielt die kulturelle Bildung für ein gesundes Großwerden? Was sind die gesellschaftlichen Implikationen? Was braucht es? Nach dieser Herleitung des Konzeptes werfen wir diesmal einen Blick in die Praxis. Das war auch ein Wunsch von Teilnehmenden letztes Mal. Das heißt, der Schwerpunkt liegt auf dem Austausch und der Praxis. Ich würde gern noch mit hier reingeben, dass frühkindliche kulturelle Bildung auf Französisch Éveil artistique et culturel heißt. Es geht also um Erwecken, Wecken, Aufwecken. Das ist im Wort mit drin. Wir übersetzen es trotzdem mit frühkindlicher kultureller Bildung, aber es ist vielleicht gut, das mitzudenken. Wir werden die Fäden aufnehmen und weiterspinnen vom letzten Mal. Das Praxisbeispiel heute ist auch in dem Bericht als Best Practice aufgeführt. Es wird gehen um Eltern-Kind-Beziehungen
um Verbindung zur Natur vor allem auch. Ein wichtiges aktuelles Thema. Und Vincent Vergon widmet den sich schon lange als Künstler. Und ganz nebenbei bei dem, was er macht, beantwortet er auch große Fragen, große Zukunftsfragen um Klimawandel, um Bildung für nachhaltige Entwicklung und gibt seine Antworten darauf, voll Poesie und Kreativität, die uns zum Träumen bringen, zum Wundern. Ich bin sehr froh, dass er heute hier bei uns ist. Und Aurélie Le Sou, vielen Dank für diese Initiative, ihn einzuladen. Aurélie Le Sou wird im ersten Teil das Gespräch rahmen und mit moderieren. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie ist Projektbeauftragte für frühkindliche kulturelle Bildung, Familie und frühe Kindheit im französischen Kulturministerium. Und in dieser Funktion verantwortlich für die Steuerung der nationalen Politik des Kulturministeriums für die frühkindliche kulturelle Bildung. Vielen Dank. Ich übergebe das Wort. Bonjour à tous. Merci à la Fondation Gensagen, à Angela Kaeder et Julia Finger de cette invitation et merci au réseau FKB, Anke Dietrich aussi de nous inviter pour ce temps d'échange avec vous. En effet, c'est le deuxième temps qu'on partage autour de l'éveil artistique et culturel. Le premier temps était un temps plutôt de conférence, on va dire, où on vous a présenté en effet l'articulation structurelle de la politique d'éveil artistique et culturel et le rapport de Sophie Marinopoulos. Et aujourd'hui, en effet, j'ai proposé qu'on aborde des choses plus thématiques et surtout qu'on rentre dans l'échange avec vous, parce que comme l'a dit Anke Dietrich, échanger des regards, c'est vraiment un enrichissement mutuel qui est très important, parce que nos structures n'ont pas les mêmes fonctionnements, mais vous avez expérimenté des choses, vous avez pu constater des choses et c'est vrai que je crois qu'on a beaucoup à gagner de cet enrichissement mutuel entre la France, l'Allemagne et les autres pays également. Très rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, hein, la politique d'éveil artistique et culturel en France est une politique assez récente, même si elle a un protocole qui date de 1989. Elle a vraiment pris corps dans les outils publics en 2017 avec un nouveau protocole qui a été signé entre le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de la Culture en France. C'est une politique qui est interministérielle. Elle est vraiment portée par les deux ministères et aujourd'hui même, elle est portée directement par le gouvernement puisqu'il y a une attention particulière aux 1000 premiers jours de l'enfant. Et donc prochainement, notamment le 1er juillet, un grand plan gouvernemental en direction de la petite enfance et de l'accompagnement à la parentalité va être relancé en France et l'éveil artistique et culturel est considéré comme un axe de cette politique gouvernementale. Et je vous dis donc, ça a pris corps publiquement en 2017, mais en réalité, de très, très nombreux artistes s'investissent dans l'éveil artistique et culturel depuis très longtemps. Et c'est vrai que je rappelle régulièrement l'importance, en tout cas, des artistes qui ont presque mené un combat, j'ai envie de dire, pendant des années, pour être auprès des enfants et des parents et de leur proposer, en tout cas, un accompagnement artistique. Et Vincent Vergon est une de ces personnes qui depuis de très nombreuses années, place cette question de l'art et de la nature comme un élément fondamental dans le développement de l'enfant et dans la création de liens entre l'enfant et les parents, entre les enfants et l'ensemble de l'écosystème naturel et ce qui l'environne de manière générale.
Vincent, vous êtes sculpteur, réalisateur de courts-métrages, créateur de spectacles d'images et parfois vous dites même que vous êtes un artiste jardinier. Vous avez créé en 95, en 1995 la compagnie Espiègle. 15 ans après, elle a changé de nom pour devenir la compagnie Praxinoscope. Et désormais, 15 ans encore, vous aimez bien le chiffre 15. La compagnie s'est transformée en la compagnie des deux mains qui chantent. Je suis ravie que vous ayez accepté en tout cas l'invitation de cet échange franco-allemand euh, pour, euh, pour vraiment apporter votre regard sur ce que vous vivez, ce que vous cultivez habituellement. Je vais vous laisser donc le temps de vous présenter et puis on passera aux trois questions au fur et à mesure. Bonjour et merci de cette invitation. J'aurais vraiment aimé venir à Berlin, mais je suis un peu prisonnier derrière une boîte de conserve qu'on appelle un ordinateur. Donc, c'est un peu contraire à ce que je pratique, mais en tout cas, merci de cette invitation. Moi, donc, je suis sculpteur et metteur en scène. Je travaille avec les tout petits depuis le début des années 90. Donc très tôt, je me suis posé la question de la relation enfant-parent. En fait, je suis allé travailler, dans les banlieues, parce que, en tant que sculpteur, bah, c'était difficile pour moi d'entasser des sculptures dans un placard, même si maintenant elles sont en galerie, et je voulais servir à quelque chose, socialement. Je suis allé à l'endroit, où, tout le monde disait que ça faisait peur, hein, parce qu'il y avait la question des voiles et cetera. Et donc je suis allé travailler dans une cité qu'on appelle la cité des 4000 à La Courneuve, qui était une cité, assez, très difficile en fait, hein, une sorte de ghetto, culturel. J'ai travaillé là-bas avec des familles qui étaient, des familles qui venaient de ce qu'on appelle le quart-monde, c'est-à-dire des gens qui étaient de milieux très défavorisés, par exemple, des enfants qui n'avaient pas de jouets, des mamans alcooliques et cetera. Et qu'il y avait également des familles, d'origine étrangère, hein, qui étaient dans des processus de déculturation, alors que les autres, ils étaient dans une forme d'acculturation. Moi, ça m'intéressait pas trop au départ de travailler avec les parents. J'avais monté un lieu d'accueil, enfin ce qui s'appelait à l'époque une maison verte, hein, et on m'avait dit: «Tu vas voir, tu vas travailler sur la relation enfant-parent», et moi je voulais travailler avec les bébés. J'espère que je parle pas trop vite pour la traductrice. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je pouvais pas travailler avec les enfants. Parce qu'il y avait, évidemment, d'abord, la relation enfant-parent qui comptait. C'est-à-dire, je me retrouvais avec des enfants qui étaient dans les bras de leur maman, qui étaient, tenus très fort, hein. La maman qui disait, «Regarde le monsieur, souris au monsieur», et donc l'enfant pouvait, pas faire grand-chose, et puis la maman non plus. Et du coup, pour pouvoir travailler avec les enfants, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que la relation entre la maman, et l'enfant se détende. Et du coup, j'ai essayé de créer une relation de confiance et d'amitié, on pourrait dire, avec les mamans. Et j'ai compris, et je tenais à l'expliquer en début d'intervention, ce qu'est, la culture. Après, ça m'a marqué pour toute ma carrière, hein. C'est-à-dire que d'une part, il y avait la maman, d'autre part, il y avait l'enfant. Et en fait, au départ, ils étaient intimement liés, très, très liés, dans une relation qu'on peut dire fusionnelle. Mais cette fusion, elle était presque maladive parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas, agir ni l'un ni l'autre. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est introduire du jeu dedans. C'est-à-dire que, la maman et l'enfant pouvaient se séparer, et puis, faire des choses, l'un séparé de l'autre. Et en fait, du coup, cette relation fusionnelle, elle s'ouvrait comme ça, et entre les 2, ce qui se créait, c'était une relation de langage. Et pour moi, c'est vraiment ça, l'art et la culture, c'est la relation de langage qui se tisse entre la maman et l'enfant, qui permet à la maman d'être réellement une maman et à l'enfant de devenir enfant, de devenir une personne. C'est-à-dire à chacun de se construire mutuellement dans une relation qui se tisse, qui devient de plus en plus, complexe et riche, pour devenir 2 personnes qui communiquent. Alors ça, c'était, quelque chose que j'ai fait donc, comme tu le soulignais Aurélie, au début des années, 95.
enfin des années 90. Et ensuite, je n'avais pas encore créé ma compagnie d'ailleurs à l'époque. Et ensuite, ben, quand j'ai commencé à devenir, plus connu, j'ai eu des financements publics, hein, et j'ai estimé que j'avais une mission de service public. Donc j'ai créé un lieu qui s'appelait, La Mirabilia, qui était une sorte de chambre des merveilles, hein, où, ça ne me suffisait pas de faire des spectacles pour la petite enfance. Je voulais traiter, les problèmes de fond de la culture contemporaine, c'est-à-dire les traiter à l'endroit de la relation enfant-parent. Le principe étant que, pour lutter contre l'exclusion culturelle, hein, à mon avis, il ne suffit pas de travailler, avec les enfants, parce qu'en fait, si on travaille avec les enfants, on va, abîmer la chaîne de transmission culturelle, hein, ni travailler, seulement avec les mamans, ou les parents, mais travailler à l'endroit de la transmission enfant-parent. Parce qu'à ce moment-là, on peut, enrichir la culture la culture familiale, hein, en l'ouvrant sur l'extérieur. Donc j'ai créé donc la Mirabilia et enfin, le Jardin des merveilles. En effet, vous aimez donc à dire en fait que vous cultivez l'art d'être sensible aux autres, hein, et cette présentation nous le montre encore une fois. Pour cela, vous attachez à tisser des liens entre les enfants, leurs parents et l'art et au travers de la nature. Vous proposez ce qu'on appelle du coup un art de l'accordage entre les enfants et leur écosystème familial, la nature ou l'art. En fait, est-ce que pourriez-nous revenir un petit peu sur vos inspirations, vos objectifs, comment vous avez été influencé, qu'est-ce qui vous a nourri et qui nourrissez-vous? Alors, bon, bah, évidemment, derrière, ce projet qui s'appelait Espace Libre Culture, au départ, il y avait, Winnicott, hein, puisque c'est, bon, bah, c'est vraiment la base, quoi. La compréhension que, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans la relation enfant-parent, ce que j'ai découvert, hein, c'est vraiment ce qu'écrit, Winnicott, c'est-à-dire que, le langage est un espace de jeu. Donc effectivement, c'est ça qui m'a nourri et puis, c'est pas vraiment une inspiration, c'est le sentiment d'une nécessité, qui fait que j'ai agi dans ce sens-là. En fait, j'essaie moi, je suis un sculpteur mais par contre, dans cette implication sociale, je sens qu'il y a des questions auxquelles il faut, absolument répondre. Et pour, et en fait, cette question de l'inspiration, elle est, pour moi, c'est pas tout à fait enfin, c'est pas comme ça que je me pose les questions. Je crois que le geste artistique, il émerge nécessairement de la relation. Il émerge pas de moi, il émerge de, la relation que je tisse avec un enfant. C'est-à-dire que ça vient autant de l'enfant que de moi et que de l'environnement qui nous entoure. Et peut-être que je peux juste développer une chose, en fait, le principe de la Mirabilia comme du Jardin des merveilles ou du Lapart qu'on a fait, ou d'Espace Culture, enfin toutes les activités qu'on fait, c'est on crée des espaces, qui sont des espaces de bienveillance, et ce sont surtout, des ambiances, en fait. Parce que, l'enfant une perception du monde alentour, qui n'est pas, la même que la nôtre. C'est-à-dire que nous, par exemple, là, on se parle, on a 2 sens simplement qui sont sollicités, qui sont la vue, et l'audition. Mais en réalité, c'est extrêmement pauvre. Les enfants, ils vont percevoir les choses de manière beaucoup plus globale. Ils vont percevoir également l'odeur, hein, ils vont percevoir, bon, bah, toute la musique des gestes, hein, ils vont percevoir le tout et pas seulement, le visage des personnes, mais tout ce qu'il y a autour, hein. Et tout ça, ça constitue ce que moi j'appelle une ambiance, hein, ou qu'on pourrait appeler une perception globale, hein. Et c'est de ça que et en fait, c'est plein de petits détails, hein, et c'est de ça que vont émerger les gestes artistiques. Un rêve, c'est quoi? Un rêve, c'est, un désir, hein, qui nous pousse à regarder, à sentir les choses. Quand on travaille avec les enfants, on se rend compte d'un truc, très bête, c'est de susciter en eux le désir de voir des choses. C'est-à-dire les mettre dans un état où ils vont rêver, ils vont commencer à rêver. C'est pas de montrer des choses, c'est de les cacher suffisamment pour que, ils commencent à les rêver. Et à partir du moment où elles sont suffisamment cachées, les enfants commencent à rêver le monde et à ce moment-là seulement ils peuvent voir.
le rêve inaugure. Tout commence par le rêve. C'est d'abord parce qu'on rêve qu'on peut ensuite percevoir, c'est-à-dire percer le mur de la réalité pour voir le possible, pour voir ce qui a du sens. Et en montrant des sculptures dans un jardin, j'apporte une autre dimension au jardin qui est toute une dimension onirique, ou par exemple en portant des masques dans le jardin, en apportant de la musique. Et cette dimension onirique, elle habite le jardin avec quelque chose qui est de l'ordre du merveilleux. La nature, c'est de l'émerveillement. Pour un enfant, c'est de l'émerveillement. Ce rapport d'émerveillement, c'est ce qui fonde notre rapport au monde. C'est à partir de là que se creuse un rapport à l'environnement, au monde qui nous entoure, c'est-à-dire aux adultes, aux autres enfants, au végétal, à l'animal, etc. Le rapport au jardin, c'est quelque chose qui s'imprègne dans la psyché, dans le corps des enfants avant 3 ans. Nous, on travaille sur la graine des enfants, sur ce qui sera le cœur de l'adulte à venir. Et que l'adulte à venir, au plus profond de lui-même, il soit sensible aux non-humains, aux végétaux, aux animaux. Et ça, c'est à nous de le faire aujourd'hui. En fait, on vient de voir en même temps que vous parliez, en tout cas de votre travail, le Jardin des Merveilles. Et le Jardin des Merveilles est un exemple fort de votre travail. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment cette idée vous est venue, en fait, de placer voilà, des propositions artistiques au sein d'un jardin ouvert aux enfants, aux parents? Comment vous le mettez en pratique, en fait, hein, maintenant? Voilà, comment vous arrivez à relier art et nature dans cette proposition et, euh, et le fait de savoir un petit peu aussi qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce que vous avez pu observer lorsque les enfants sont présents dans le Jardin des Merveilles? Alors en fait, quand j'ai monté la Mirabilia, donc c'était dans des quartiers défavorisés à Stein et à Aubervilliers, il y a une question qui est apparue que je ne me posais pas autant au départ, hein, qui est la question de la nature. Curieusement, c'était la Mirabilia, en fait, c'est une chambre des merveilles, hein. Ça reprend une pratique très ancienne. Et je ne me posais pas la question de la nature, mais les parents me disaient tous, «On a un sentiment de nature et d'enfance aussi», et comme si à chacun, se souvenait de sa propre enfance, hein, et me parlait de nature. Et puis en même temps, il y avait cette problématique qui devenait de plus en plus importante dans la société, et donc j'avais monté un projet, qui visait à faire rentrer, la nature dans les jardins de crèche. Et donc, c'était un projet qui a eu un impact assez rigolo sur l'ensemble du 93, hein, parce que, suite à ce projet-là, l'ensemble des crèches du 93 avaient voulu, faire des projets de jardin. Enfin, pas l'ensemble, les 2 tiers en fait. Excusez-moi, je dis une bêtise. Et donc, comme ça avait vraiment eu un impact important sur les crèches du département, moi enfin avec, Guillaume Gaudry, le responsable des espaces verts du département du 93, hein, on a eu l'idée de faire une sorte de mirabilia, mais en plein air. Et donc il m'a laissé un espace, il m'a dit: «Voilà, fais ce que tu veux de cet espace-là». Et puis, bah, moi j'avais un peu peur. Parce que, je suis un metteur en scène, je suis un sculpteur, mais je suis pas du tout un jardinier, j'y connais rien du tout en fait. Maintenant un peu plus, mais au départ j'y connaissais rien. Donc j'ai travaillé avec un paysagiste qui s'appelle Guylain Roussel, qui est un élève et un ami de Gilles Clément, le grand, jardinier philosophe que vous connaissez, probablement. Et donc on a travaillé pendant 1 an dans un espace où au départ il y avait quasiment rien. C'était un peu un jardin autoroute. Et donc moi j'avais eu, une grosse grippe à l'époque, et donc pendant ma grippe, j'ai fait plein de dessins, et j'ai dessiné j'ai dessiné un jardin, et ensuite on l'a réalisé. Voilà. Alors concrètement, donc le jardin des merveilles, comme, son nom l'indique et comme la mirabilia, le principe, c'est d'instaurer un rapport d'émerveillement, entre les enfants et leur environnement naturel. Heu
c'était en travaillant avec les enfants autistes, je me suis rendu compte que, la relation des enfants, heu à l'art et la culture, ça passait beaucoup par l'émerveillement. C'est une notion qui m'a beaucoup intéressé. La chambre des merveilles, la Mirabilia, je c'est quelque chose qui vient aussi beaucoup des, je crois qu'il y a eu des Mirabilia aussi, à l'époque, c'était pas encore l'Allemagne, mais je sais que, il y en avait un petit peu partout en Europe. Et elle pose la question de l'origine de notre manière de concevoir l'art. Et en fait, une des clés pour moi du rapport à l'art, hein, c'est un rapport d'émerveillement. Quand on a, par exemple, enfin, la première fois qu'on tient un bébé dans ses bras, ce qu'on éprouve, c'est un sentiment d'émerveillement. Et pour ma part, je suis persuadé que l'enfant, si nous on éprouve un sentiment d'émerveillement, il n'est pas impossible, que l'enfant aussi, le premier regard qu'il porte sur le monde, c'est peut-être un sentiment d'émerveillement aussi. Et donc moi, ce que j'essaie de cultiver, c'est un rapport d'émerveillement au monde avec un jardin qui est pas seulement, un jardin public, mais qui est un lieu de rêve et de sensibilité. Voilà. Alors concrètement, ce qui se passe dans le jardin des merveilles, hein, c'est que, enfin le plus difficile, c'est de permettre aux enfants, enfin aux parents, de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait les enfants, ils comprennent assez vite le jardin, alors ils tiennent une maman, ou un papa ou alors, une professionnelle de la petite enfance par la main et les adultes ont toujours très, très peur. Et du coup ils se cachent un peu derrière l'enfant, et il faut permettre aux adultes d'être assurés, heu, qu'ils puissent laisser l'enfant, jouer par lui-même et ensuite qu'eux-mêmes puissent être présents par eux-mêmes. Ce qui est pas du tout une évidence parce qu'en fait, dans notre société, on a l'habitude en tant qu'adulte, à toujours faire les choses qu'on nous demande de faire, hein, et comme il faut les faire. On va à un spectacle, on sait ce qu'on doit comment on va s'asseoir, pourquoi on y va et cetera. Et là, en fait, je demande rien. Je demande rien aux parents, je demande rien aux enfants. C'est un espace réellement de liberté et tout l'enjeu, c'est ça. Et du coup, comme on le voit là sur les images, c'est quelque chose de très riche qui se crée entre, c'est un jeu en fait, un jeu, presque, amoureux, entre, les parents et les enfants et mon rôle à moi, en fait, c'est de rien faire. Le plus possible de rien faire. C'est-à-dire de laisser, la parole, au jardin, aux enfants et aux parents, et en même temps, d'être suffisamment présent pour créer cette ambiance dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire ce support, à la rêverie. Voilà. J'espère que je suis pas trop long. Non, c'est parfait, merci Vincent. Hem, c'est vrai que ça vous parliez aussi des expériences en crèche, hein, il faut le dire aussi que vous avez été jusqu'à pousser, l'expérience en amenant des moutons, dans des crèches, mais ça on pourra en reparler tout à l'heure, hein. Dans des crèches qui sont chez nous en France, peut-être encore plus, hem sanitaire, en fait, avec un aspect sécuritaire un peu marqué en France. Moi, à la suite de vos expériences, en fait, hein, que vous venez de partager, moi, j'aurais envie de savoir un petit peu quels sont vos projets, qu'est-ce qui sont dans vos valises ou vos paniers en osier, comme montré ici, et quelles sont vos attentes également, peut-être au regard de la politique d'éveil artistique et culturel. Et dans un regard aussi peut-être, européen? Oui, oui, il y a plein de choses dans ta question. D'abord, je voudrais dire, à quel point, bon, c'est vrai que ce travail, je le fais depuis longtemps maintenant, et le travail de Sophie, Marinopoulos est vraiment important parce que pour nous, qui travaillons sur le terrain et pas seulement les artistes, mais aussi les professionnels à petite enfance, c'est une bouffée d'oxygène incroyable. C'est-à-dire que tout d'un coup, la nécessité de, la relation à l'art et la culture et de la relation aux enfants, apparaît, et c'est vraiment quelque chose d'important.
Alors, en ce moment, avec aussi probablement le contexte d'inquiétude, et d'inquiétude par rapport à notre relation à l'environnement, pour nous, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, on est en train de reprendre, le théâtre au Parc Floral avec un groupe de compagnie pour la petite enfance, pour en faire un théâtre dédié, à la petite enfance, à l'art, et à la nature. Et donc c'est un théâtre qui est sous le parrainage de Gilles Clément, et un théâtre qui va s'appeler le Théâtre du Jardin Planétaire. Parallèlement, il y a, la mairie du 18e qui nous propose de faire un jardin des merveilles sur la butte Montmartre, hein. Donc ça va être le maquis des merveilles et pareil, c'est une sorte de jardin, mais qui a pas seulement pour objet d'accueillir les parents et les enfants, mais plutôt d'animer, une politique sur l'art, l'enfant et la nature sur la ville de Paris, en se tissant, avec les crèches, avec les acteurs de la petite enfance, c'est-à-dire en essayant de dynamiser ces problématiques-là. Et enfin, il y a un gros projet qu'on est en train de mettre sur pied. C'est l'idée de faire une maison, qui soit dédiée, à l'art, l'enfant et la nature. Moi, j'appelle ça une maison des cultures naturelles pour la petite enfance. L'idée, c'est que ça soit un lieu de pratique, mais aussi un lieu de recherche, et de transmission. Donc c'est une maison qui est attenante au Jardin des merveilles et on est en train de mettre, sur pied ce projet. Parce qu'en fait, pour resituer comme tu soulevais, la question, ce qu'on fait avec la compagnie, dans un contexte européen, on voit bien que, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font, en Allemagne, en Angleterre, dans les pays du Nord, en Italie, et finalement en France, c'est balbutiant. La prise de conscience, politique, elle est à peine, bon, elle est balbutiante, on va dire. Et vraiment, par contre, il y a une forte demande de terrain. C'est-à-dire qu'à la fois les parents, mais aussi les professionnels de la petite enfance, et bien sûr les enfants, ont une conscience forte de la nécessité de transformer nos pratiques. Donc du coup, moi, le projet de la Maison des Merveilles, c'est d'essayer d'accompagner cette dynamique, même si, évidemment, quand on initie des choses, on lutte un peu, au départ à contre-courant. Enfin voilà. Et juste pour terminer, on a commencé donc le projet de de Maison des Merveilles après un projet de recherche, donc avec Maria Gracier du Babylab de Nanterre, mais également, avec Anne-Caroline Prévost du Muséum d'histoire naturelle, et également Claire Grelot, du réseau La Belle Vie, pour voir comment on pourrait accueillir de manière artistique, artistique et culturelle, les enfants en pleine forêt. Et c'est très, très intéressant. C'est un projet qu'on mène depuis enfin une recherche qu'on mène depuis le début enfin depuis l'automne, avec un petit groupe de familles pilotes et qui soulève vraiment, des questions de fond, sur, qu'est-ce que c'est que la culture? Qu'est-ce que c'est que le sauvage? Quelles sont les limites de l'accueil enfant-parent? C'est quelque chose qui fait un peu pendant, au mouvement des Forest School, avec une problématique qui pour moi est différente, c'est que je défends vraiment, mordicus, en tout cas ma position, c'est que, l'art et la culture, sont au cœur de notre relation à l'environnement. C'est pas quelque chose, en fait, moi je me situe dans l'écosophie, c'est-à-dire que j'ai abandonné la question du dualisme. Une culture qui s'oppose, à la nature, c'est une culture qui nous mène dans un mur. Par contre, si on considère que l'art et la culture, enfin, s'opposent plus à la nature, à ce moment-là, il faut construire un art et une culture qui nous permettent de vivre en accord, et j'oserais même dire en harmonie, avec nos milieux naturels. En tout cas, c'est la position que je défends. Merci Vincent. Je pense qu'il doit y avoir quand même beaucoup de questions avec toutes les pistes en tout cas que vous nous avez données et vraiment merci beaucoup Vincent. Merci à vous. Ich danke auch sehr. Ja, ich sehe das Klatschen. Vielen Dank, Herr Vergon. Vielen Dank, Frau Lessou, für die Einblicke
Mein Herz sprang gerade ganz hoch, als Sie, Herr Wagon, darüber erzählten, Praxis und Wissenschaft zusammenzubringen, zu denken. Das ist ja ein Teil der Idee unseres jungen Netzwerks, da die Multiperspektive oder der Multiperspektive Raum zu geben. Herr Wagon, Sie beschreiben die Kunst als die Erfahrung eines Wunders. Und da stellt sich die Frage, welche Rolle genau die Künste dabei spielen. Also wie auch das Verhältnis Künste zur Natur beschrieben wird. Par exemple, dans le Jardin des Merveilles, on invite toujours enfin, un artiste au minimum. En fait, en réalité, on est toujours 3 artistes pour accueillir les enfants, mais des artistes qui, pour la plupart, connaissent, le monde de la petite enfance. Mais souvent, j'invite des musiciens et des grands musiciens parfois. Et en fait, quand, hem quand il y a, par exemple, une grande cantatrice, qui joue, dans le jardin ou, un claveciniste, hein, qui s'installe dans le jardin et qui joue du clavecin, ou alors une joueuse de koto japonaise, et bien, à chaque fois, le jardin prend, une saveur différente. Avec Fumihara, par exemple, le jardin devient japonais, avec la viole de gambe ou le clavecin, il devient baroque. Et en fait, cette présence, par exemple, de la musique, il n'y a pas seulement la musique, hein, il y a le clown, il y a les marionnettes et cetera, mais la musique, elle donne quelque chose de très fort, au jardin, c'est-à-dire qu'elle donne, j'appelle ça l'âme du jardin. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous relie tous ensemble, dans quelque chose qui est cohérent, qui est aussi contenant et et ça éveille un sentiment de sécurité, parce que la musique, elle nous entoure tous, alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais la musique, elle joue ce rôle-là et pas seulement, pour nous, êtres humains, mais aussi pour les oiseaux, par exemple. Parce qu'en fait, je demande aux musiciens de ne pas jouer, comme un concert, hein, mais je leur demande de jouer pour le vent, pour les oiseaux, et en fait, les oiseaux, ils l'entendent. Et il y a par exemple un petit rouge-gorge, quand on est venu avec l'orgue de Barbarie, qui est venu et qui était fasciné et qui venait écouter, l'orgue de Barbarie ou alors écouter les autres musiciens et en fait, l'art pour moi, c'est une manière d'être en lien, avec tout l'entour. Heu et en fait, les musiciens, par exemple, ils sont en lien avec les oiseaux, mais ils sont en lien aussi avec les couleurs. Il y a certains musiciens qui voient les couleurs, les formes et en fait, c'est vraiment, c'est quelque chose pour moi, l'art, c'est une manière d'être relié au monde. C'est-à-dire que, hem, Victor Hugo parlait de l'âme de cristal et pour moi, c'est ça, une pratique artistique, c'est avant tout être sensible au monde qui nous entoure et prêter sa propre parole à ce monde qui nous entoure et qui va s'exprimer par notre langage. Moi, le mien, c'est la marionnette essentiellement, c'est la sculpture, hein, c'est un peu le clown ou la poésie. Je lis beaucoup de poèmes aux enfants et en fait, voilà, c'est ça, le rôle de l'art, dans le rapport à la nature. Je vis à Paris aussi, j'entends tout ce que vous dites et je trouve ça merveilleux. Enfin, Gilles Clément, la question des jardins, la question de l'art et de cette ouverture globale aussi aux enfants. Mais j'aurais une question, peut-être plus à Aurélie Lessoux, du coup. Comment est-ce que vous abordez la question de la formation des éducatrices et des éducateurs pour les jardins d'enfants et éventuellement des professeurs des écoles, dans les écoles maternelles? Parce que voilà, c'est aussi quelque chose, enfin, une question qu'il faut se poser. Comment est-ce qu'on arrive à sensibiliser, à travailler aussi avec ces équipes-là? Oui, en effet, c'est une question très importante parce que vraiment, c'est les éducatrices et les assistantes maternelles en France qui sont vraiment en contact avec les enfants et les parents. En fait, on a lancé avec le ministère des Solidarités et de la Santé un grand plan de formation qui s'appelle le plan de formation 600 000. Pardon, on est à deux dans
dans notre bureau, donc c'est plus compliqué, avec la délégation interministérielle au plan de lutte à la pauvreté et le ministère des Solidarités. Et dans le plan de formation des éducateurs jeunes enfants et de l'ensemble des professionnels petite enfance, il y a plusieurs axes, et notamment donc, il y a l'axe langage, il y a un axe sur l'éveil artistique et culturel, et un axe sur l'éveil à la nature. Donc, vraiment, c'est une question qui est pour nous bien placée dans cet enjeu de formation. Et l'ensemble de ces dispositifs de formation pour les professionnels de la petite enfance sont pilotés par les commissaires à la lutte contre la pauvreté dans les territoires. En fait, il y a un commissaire dans chaque région qui mobilise les acteurs autour de l'éveil artistique et culturel, en tout cas de cette formation. Voilà. Mais en effet, c'est un élément essentiel. Pour les enseignants, du coup, ça rentre plus dans la formation continue et on a également des pôles de ressources d'éducation artistique et culturelle. Et notamment, on a 2 pôles de formation qui proposent des formations autour de la nature. Je pense particulièrement, en tout cas, à un pôle qui est près de Limoges, en fait, au centre de la France, avec le centre de Vassivière. Si je peux juste apporter aussi mon double, avec le festival à 9-3 Soleil, hein, auquel on a participé beaucoup, et on commence effectivement à faire des formations, pour les professionnels de la petite enfance sur les questions du jardin, et c'est une des vocations et aussi de la Maison des Merveilles qu'on est en train de créer. Voilà. Et puis, parallèlement, heu, donc le LAP, le LAPART qu'on a créé, on est en train de faire un volet, enfin un deuxième lieu pour faire, un lieu de formation, pour les professionnels de petite enfance, mais aussi pour les artistes, pour qu'ils puissent être sensibilisés à la pratique de ce que j'appelle, l'accueil artistique du jeune enfant. Herr Wegmann, ich hätte noch eine Frage, und zwar das Verhältnis von Kunst, Kultur und Natur. Das ist ja eine ganz zentrale Frage, auch in Ihrem Garten und ich glaube auch in dem Zentrum, was Sie dabei sind aufzubauen, wo ich gerne wissen würde, ob es einen Link gibt, also einfach um das zu sehen. Ich weiß auch nicht, ob Sie das Zentrum in Brüssel kennen, das Art Base for Children, das auf Bilderbüchern aufgebaut ist, aber das ist nur, finde ich, spannend zu sehen, dass wirklich da an verschiedenen Orten gerade was im Gange ist, was ja ganz wunderbar ist. Aber die Frage ist, genau, können Sie noch ein bisschen mehr sagen, das Verhältnis Kunst, Kultur und Natur? Und vor allem würde mich auch interessieren, ob Sie auch die Natur bei uns Menschen sehen. Also, genau, also einfach, ich würde gerne mehr noch hören, wie Sie das Verhältnis von diesen 3 Aspekten sehen, weil das ist ja sehr spannend und sehr komplex. Alors, je vais essayer de répondre. Alors, c'était un peu une question qui a été posée précédemment. En fait, ce qui est difficile, c'est, pour moi, je crois qu'on vit, enfin, une époque extraordinaire, en fait, hein, pour ce qui est de la pensée, parce que il y a plein de, de penseurs qui viennent à la fois de la biologie, de l'éthologie, de l'anthropologie, de tous les milieux, qui sont en train de remettre en question l'opposition culture-nature. Alors, pour moi, un des plus grands penseurs, peut-être que vous connaissez, c'est Tim Ingold, qui est vraiment, quelqu'un de fondamental. En France, il y a aussi Bruno Latour, et puis il y a dans toutes les disciplines, il y a plein de gens qui ont abandonné en fait le dualisme. Et à partir du moment où on abandonne le dualisme, on se rend compte qu'en fait l'enfant, dès le ventre de sa maman, c'est déjà un être de culture. Mais la culture, c'est quelque chose qui nous est naturel aussi. C'est-à-dire que, moi j'aime beaucoup Édouard Glissant aussi, le philosophe, antillais, et lui, ce qu'il dit, c'est que quand on met deux personnes qui se comprennent pas, l'une en face de l'autre, elles vont trouver des moyens de se comprendre. Elles vont inventer des moyens de s'entendre, et cette manière d'inventer des langages, hein, c'est ça en fait, la culture. Heu et en fait, ça nous est, ça nous est naturel parce que nous sommes des êtres sociaux. Je vois les yeux qui froncent, vous comprenez ce que je raconte?
Et du coup, la culture émerge naturellement en fait de nos relations humaines. Pour moi, il y a une notion qui est centrale, c'est que, heu, jusqu'à présent, on pensait que, par exemple, il y a un locuteur et un auditeur et qu'entre les 2, il va y avoir un message et que l'auditeur va décrypter le message. Et ça, c'est, du point de vue de l'écosophie, c'est quelque chose qui fonctionne pas comme ça. Heu, En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 êtres et qui vont essayer de se coupler, c'est-à-dire de fonctionner l'un vis-à-vis de l'autre, comme par exemple les abeilles et leur environnement, et de cela va naître, le langage. Il n'est ni de l'auditeur, ni du locuteur, mais il naît du couplage entre les 2. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire et si j'ai répondu à votre question. Ich finde das total interessant und es bringt mich selbst ins Denken. Ich war kurz davor, als Sie sagten, und das Gemeinsame ist dann die Kunst. Also ich dachte kurz, dass Sie sagen, dass das Dritte sozusagen die Kunst dann wäre, weil wie grenzen Sie dann Kultur von Kunst ab? Also ich habe jetzt verstanden, Kunst, Natur und Kultur, aber was ist dann die Kunst im Unterschied zur Kultur? Alors, c'est vrai que moi, en tant qu'artiste, quand je vais intervenir en forêt, je tiens fondamentalement, à rester un artiste. Mais du coup, se pose la question: «Qu'est-ce que l'art?» C'est une vaste question. Et pour moi, l'art, en fait, c'est une pratique de recherche, sur la culture. C'est-à-dire qu'un artiste comme, Paul Klee, par exemple, c'est un chercheur pour moi et il agit concrètement sur la culture, il transforme la culture de l'intérieur. Et un travail artistique, par exemple, je suis très, sensible au travail de Giacometti, et bien, avec son œuvre, il transforme notre regard, il transforme la culture. Et alors, pour moi, une culture, c'est quelque chose de vivant. Si on n'est plus dans le dualisme, on se rend compte que la culture est réellement, presque, une émanation d'organismes vivants et fonctionne comme un être vivant. Et en fait, le travail de l'art, il est très simple. Il est aussi le travail que font tous les parents, tous les enfants et qu'on fait tous, au quotidien. Il est de faire renaître à chaque fois la culture d'elle-même, comme un organisme vivant. Alors effectivement, nous, on est confrontés à une époque où on a, abandonné, pour beaucoup, la culture naturelle, c'est-à-dire la culture qui émerge naturellement de nos relations humaines. Et on est dans une culture artificielle, une culture intensive, qui est une culture qui est fabriquée par les médias, par une industrie de la consommation. Et moi, je milite pour que, nous, qui sommes des artistes, nous sommes des artisans de la culture, hein, et on puisse agir, à créer des cultures vivantes et que les parents, ils sont les premiers, acteurs de la transformation, de la réinvention avec les enfants d'une culture vivante. Das Stichwort Eltern interessiert mich. Weil ganz am Anfang, also er hat ja jetzt gesagt, dass die Eltern der Schlüssel eigentlich zur Kultur sind. Der tägliche Umgang der Eltern mit den Kindern ist ein Schlüssel zur Kultur. Und ganz am Anfang war der Einstieg, dass die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern verkrampft war und dass beide sich gegenseitig daran gehindert haben, sich zu entfalten. Und die erste Intervention von Herrn Vergon war, an diese Beziehung zwischen Kindern und Eltern zu arbeiten. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Mich würde interessieren, warum, was ist die Erklärung dafür, dass diese Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern so verkrampft war, dass sie sich gegenseitig an Entwicklung gehindert haben? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, wie erreicht man die Eltern oder wie beeinflusst man die Eltern? Wie gewinnt man die Eltern dafür, dass sie eben nicht dieser künstlichen Kultur aufsitzen, sondern zur natürlichen Kultur, die natürliche Kultur in sich wiederentdecken? Merci. C'est
En fait, ce qui se passe, c'est que, l'endroit où je travaillais, donc, la cité des 4000, il faut imaginer donc des grandes barres, HLM, avec des gens qui viennent de tous les pays du monde, mais surtout des gens qui sont pour certains très, très, très pauvres. S'il y avait un problème, parce que tous les parents ne viennent pas dans un état de difficulté comme ça à leur enfant. C'était par exemple, il y avait, une maman qui avait jamais, offert de jouets, à son enfant, et à Noël, elle avait offert un jouet à son enfant, elle l'avait mis dans le vide-ordures directement pour punir l'enfant qui soi-disant n'avait pas été sage. Donc là, on était dans des cas, qui étaient des cas sociaux en fait, des cas très, très difficiles, et on devait, essayer de résoudre, ces difficultés. Donc, en fait, faut, je critique pas du tout la relation enfant-parent, au contraire, hein. Dans la plupart des cas, j'essaie, même d'abord, quand je suis, en relation avec une famille, de m'adresser d'abord, aux parents. Et c'est parce que j'engage une relation de confiance avec les parents, avec la maman, la mamie, le papa ou l'assistante maternelle, hein, que, lui, va m'autoriser, à entrer en relation avec son enfant, ou même plutôt que l'enfant, lui, qui voit que l'enfant est en confiance avec moi, va avoir envie peut-être à un moment donné, peut-être pas, d'entrer en relation avec moi. Et je crois qu'il ne faut pas dissocier, l'enfant de, de son milieu social. En fait, ce que j'essayais de dire, aussi en répondant tout à l'heure à l'autre question sur le couplage, hein, c'est que, nous avons, la vision du fait Mmh. que nous sommes séparés les uns les autres, comme s'il y avait une maman d'un côté et l'enfant de l'autre. Mais en réalité, on est tous toujours reliés, par des fils qui sont des fils de langage, hein. Et en fait, pour moi, les parents sont indissociables de leurs enfants, et moi, je suis indissociable, du monde qui m'entoure, et en fait, ce qu'on construit, c'est uniquement des fils de langage qui nous relient au monde. Je ne sais pas si j'ai répondu bien à votre question. Vielen Dank. Wir müssen leider an dieser Stelle enden, weil unsere unglaublich gute Stimme aus dem Off, die uns übersetzt, uns verlassen muss. Und Frau Lissou, jetzt gab es gar keine Beispiele aus Deutschland. Ich will ganz schnell darauf hinweisen, dass morgen im Netzwerk eine Arbeitsgruppe international gegründet wird. Vielleicht gibt es da ja zukünftig auch über diesen Weg nochmal Anknüpfungspunkte, sodass auch Sie Beispiele von uns hören, und wir dann in den Austausch kommen. Je suis en effet très preneuse, en tout cas, et je pense que Vincent aussi, d'avoir aussi des exemples de ce que vous menez, vous, quotidiennement, de ce que vous avez pu rencontrer aussi. Parce que évidemment, le côté structurel, de l'accueil de l'enfant, n'est pas le même. Et donc, vous rentrez beaucoup moins tôt, en tout cas, dans un système, normé que nous, on a en école maternelle, dès 3 ans, avec une instruction obligatoire à 3 ans. Et vous avez un lien, je pense, plus fort dans l'implication des parents dans le kindergarten jusqu'à 6 ans, qui facilite peut-être aussi, cette appropriation et cette relation, à la nature et le lien parent-enfant. Donc, c'est vrai que je suis assez preneuse d'avoir, vos retours aussi sur ces questions-là. Ich danke Ihnen sehr und allen, die teilgenommen haben, zugehört haben, mitgedacht und so weiter. Frau Lissou, schenken Sie uns noch ganz rasch einen rückblickenden Gedanken. Wie würden Sie dieses Gespräch oder welchen Titel würden Sie diesem Gespräch geben im Rückblick? Quel titre? C'était un exercice complexe, en tout cas, si je dois répondre là tout de suite. Je dirais peut-être l'art de l'accordage, dans ce cas-là, par la nature.